Donc voilà, c'est le 4e rendez-vous qu'on organise sur ce thème qui s'appelle cadrage débordement. Et donc l'idée, à chaque fois, c'est d'inviter une personnalité d'univers différents. Jusqu'ici, on a eu donc Alain Damasio qui est venu, Edoui Plenel, Marie Cosnet, qui est écrivaine, et donc Vincent Maraval. L'idée, c'était vraiment que ce rendez-vous-là soit consacré à la question du cinéma, à la question aussi de la situation actuelle du cinéma indépendant en particulier, et de la création. Et donc Vincent Maraval nous paraissait la personne bien placée, sans doute une des personnes les mieux placées pour nous parler de ça, de par sa position, de par votre position de fondateur de White Bunch. Donc peut-être vous pourrez expliquer quand même en quelques mots ce qu'est White Bunch, la société White Bunch. Donc vous êtes à la fois aujourd'hui responsable des ventes internationales et producteur. Qui est une société très importante, qui a produit énormément de films, qui a eu plusieurs palmes d'or, des auteurs, qui a produit des auteurs très importants qui continuent à en produire. Voilà, pour en citer quelques-uns, c'est les Dardenne, Koreeda, Christian Mungiu, mais bon voilà, il y en a beaucoup dont on pourra reparler, Miyazaki. Hein. Et donc l'idée, c'était de vous inviter ce soir pour nous parler de ça, de votre vision aujourd'hui, de la situation du cinéma. Parce on dit beaucoup, vous l'avez forcément aussi un peu entendu dans les médias, etc., que la situation, la fréquentation en salle aujourd'hui n'est pas brillante. Alors nous, on va dire, on s'en sort pas trop mal, mais on parle aujourd'hui de en moyenne moins 30%. Là, je parle en France. Moins 35% pour les circuits, pour ce qu'on appelle les gros circuits. Peut-être plutôt moins 25% pour les salles à essai. Et dans les pays européens, les pays d'Europe, c'est vraiment catastrophique. C'est pire, c'est entre moins 40 et moins 70% pour des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Donc la situation, elle est quand même, on peut dire que on peut être quand même assez pessimiste là-dessus. Mais bon, je cherchais un écosystème. Hein, donc évidemment, on va parler aussi de production, de distribution. On vous invite aussi parce qu'on aime bien votre franc-parler. Vous avez des positions qui sont parfois aussi, on pourrait dire, assez iconoclastes, hein, pour nous en tant que salle de cinéma RSC, sur la question de la politique des auteurs, du cinéma d'auteur, de la chronologie des médias. Et donc, on va en parler de ça. Mais alors moi, première question, on en parlait tout à l'heure, mais que j'ai envie de vous... première réaction peut-être... en une semaine, on a perdu la reine d'Angleterre et Jean-Luc Godard. Oui. Et vous avez produit quand même 5 films, vous disiez 5 films, je crois, de Jean-Luc Godard. Et donc, quand même que vous nous disiez un mot de cette disparition qui nous a, je pense, qui a quand même touché tout le monde de la cinéphilie. Oui, mais d'abord, sur sa disparition même, il était âgé, fatigué, et il a choisi de partir. Donc ça, c'est un choix personnel. Après, c'est ce qu'il représente dans le cinéma qui est important. C'est-à-dire que Godard, ça a été celui qui a explosé les règles du cinéma, puis qui a eu plusieurs vies d'ailleurs. Il n'a pas eu une vie... c'est quelqu'un qui a traversé tous les médias, qui était dans les années, jusque dans les années 68, une espèce de rockstar qui était légal des Stones ou des choses comme ça. Partout où il passait, il y avait la presse, les médias. Ses mariages étaient ultra médiatisés. D'ailleurs, vous devriez revoir Le Redoutable de Michel Hazanavicius parce qu'il décrit très très bien cette période. Et puis ensuite, il a choisi de disparaître derrière le nom d'un collectif puisqu'il a lui-même... bien avant moi, critiquer la politique d'auteur en disant que c'était quelque chose d'extrêmement bourgeois. Et donc, il a décidé de casser cette espèce d'icône qu'il était devenu. Et puis, devant l'impasse de cette espèce d'utopie de cinéma collectif, il est revenu en allant à la télé. Donc, ça a été un des premiers à expérimenter les possibilités de la vidéo, du matériel vidéo.
Et puis il est revenu dans les années 80. Alors, avec Sauf qui peut la vie, il est revenu dans ce qu'on dit le cinéma traditionnel. Je pense que si vous montriez Sauf qui peut la vie, vous auriez des plaintes. Mais donc dans le cinéma, disons, un peu plus traditionnel. Et là où il nous a protégés pendant longtemps, c'est que c'était un des seuls, il a souvent été très seul, mais un des seuls à assumer le cinéma comme art autonome, c'est-à-dire qu'il voulait créer un langage qui était de manière autonome du cinéma. Donc pas un scénario filmé, pas s'éloigner de la littérature, s'éloigner de la narration. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, par exemple, je rentre de Venise et Toronto, où normalement on voit les meilleurs films à réessayer de l'année. L'intégralité du cinéma est narratif. Si on pense aux années 70-80, que ce soit Fellini, que ce soit Tarkovsky, c'était le cinéma allait autre part. Et Godard, pendant très longtemps, a été cette espèce de guide ou de protection, puisqu'il faisait un peu front tout seul, pour essayer de créer quelque chose qui dépend moins de la littérature, ou moins d'autres arts, et de créer un langage propre. Donc en effet, sa disparition nous laisse un peu seuls. Donc, et c'est vrai que ça coïncide avec une période où on dit que les plateformes vont tuer le cinéma, etc. C'est bien sûr beaucoup plus complexe que ça. Mais du coup, c'est vrai que elle a eu un impact, sa disparition, parce qu'elle coïncide aussi avec une époque. Moi, on s'est échangé beaucoup de textos avec tous les gens qui le connaissaient. Et Thierry Frémaux, le président du Festival de Cannes, il m'a dit il manque plus que Bob Dylan et le XXe siècle est mort. Donc, et il y avait un peu de ça. Je pense qu'il y avait un peu de cette fin d'époque. Et voilà, après, lui, il détestait le côté passéiste. Donc, il disait toujours la fin d'une époque veut dire qu'une autre démarre. Donc, voilà. Mais ça nous a fait un choc pour ça. Voilà. Alors, donc, bon, je ne sais pas si on va. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans votre activité, hein, même si ça peut être intéressant d'en parler, hein, mais de votre activité de producteur ou de vendeur international, parce que c'est vrai que c'est une activité qu'on connaît mal, enfin, en tout cas, le grand public connaît mal. Voilà, peut-être en quelques mots, dire un petit peu en quoi ça consiste. Alors, au départ, nous, on intervenait, on s'occupait des droits internationaux d'un film, mettons. Un film français, il est financé par les chaînes de télé françaises, par un distributeur salle en France, par des fois des subventions. Et ensuite, on le vendait à l'étranger, pays par pays. On vendait les droits en Allemagne, les droits en Italie, les droits pour qu'ils soient exploités dans ces pays-là, contre de l'argent qui, au début, c'était des recettes supplémentaires. Puis petit à petit, c'est devenu une partie du financement du film. Et quand c'est devenu une grosse partie du financement du film, ben on est devenu producteur, coproducteur, puisqu'à un moment, on s'est retrouvé à financer des films intégralement par les ventes internationales, ou disons les pré-ventes internationales, c'est-à-dire qu'on a un scénario, ou des fois même pas, des fois on a un projet, et puis on va sur des marchés comme Cannes, Venise, Toronto, et on vend du vent, c'est-à-dire qu'on vend la potentialité d'un film, ou ce que pourrait être un film, alors ce qu'on imagine être un film, et on le vend pays par pays contre des avances qui nous permettent ensuite de financer le film. Alors, au début, c'était en effet que des recettes d'appoint, parce que les films étaient financés localement. Et puis petit à petit, c'est devenu, pour certains films, pas pour tous, mais pour en tout cas la typologie de films sur lesquels je travaille, c'est devenu on monte des films de manière intégrale en 5 jours sur un marché, en vendant de moins en moins pays par pays, puisque maintenant on est dans une économie globale. Mais c'est comme ça qu'on montait des films, ce qui nous permettait d'être moins dépendant du marché local, qui a tendance, par exemple le financement français, il est à 60% fait par les télévisions, et donc c'est une typologie de film qui est différente, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit diffusable. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de cinéma de genre en France, parce que les chaînes de télé, qui ont la moyenne d'âge des spectateurs de France 3 ou Canal,
c'est en gros 65 ans ou plus, qui n'est pas la cible du film de genre. Il faut que les films soient d'un certain rythme, avec une certaine narration, pour que les gens ne changent pas de chaîne. Donc, petit à petit, si on s'en tient au financement local, on arrive quand même à un formatage des films, alors que si on va sur le marché étranger, ça nous permet d'acquérir de la liberté. Donc c'est ce qu'on a, c'est le business model qu'on a développé, c'est-à-dire de pouvoir que puis c'est pas nous qui l'avons inventé, mais que le réalisateur puisse quelque part diviser pour mieux régner. C'était le modèle, par exemple, c'était Pedro Almodóvar qui au début faisait des films vraiment pas chers, qui petit à petit a construit son réseau de distribution à travers le monde et qui au fur et à mesure a réussi à financer l'intégralité de ses films qu'en vendant les droits internationaux. Et donc en Espagne, quand les télés, puisqu'il est devenu très connu, très bankable, comme on dit, les télés qui voulaient l'acheter, ils disaient oui, vous pouvez, mais vous n'avez aucun droit de regard. C'est-à-dire, je ne vous donne même pas le script. Donc, voilà, il y a Pathé, Gaumont, ou des gens comme ou GC, ou TF1, ou Studio Canal ont un modèle totalement différent qui est plutôt de faire des films pour le marché local avec des apports télévision très importants. Mais nous, on est sur, pas toujours, mais globalement, on est sur autre chose. D'accord. Alors, j'ai retrouvé une interview que vous aviez donnée au Monde, c'était en avril 2020, donc c'était pendant le Covid. Nous, les salles de cinéma étaient fermées. Et donc, vous appeliez à une refonte, vraiment, refonte du système de financement de la culture, et avec des propositions très concrètes. Donc c'était intéressant, c'était pas juste dire il faut repenser les choses, mais c'était il y avait des propositions concrètes qui touchaient la question de la distribution, la question par exemple de quotas par exemple de diffusion de films européens sur les écrans, de lutte contre le piratage. Enfin, il y avait un certain nombre de propositions que vous avez faites, qui pour vous étaient la condition sine qua non de redémarrer sur de meilleures bases. Alors justement, vous allez nous dire, mais c'est vrai que les salles ont réouvert, elles ont été très aidées. Vous êtes d'ailleurs assez critique là-dessus, sur l'idée que. Je ne suis pas critique sur le fait qu'elles aient été aidées, je suis critique sur la répartition de l'aide globale. Voilà. Pas tout à fait les distributeurs. Non, mais quand même, voilà, vous allez jusqu'à dire que les distributeurs ont quasiment disparu ou vont disparaître. C'est ça. Oui. Donc c'est pas rien, et que les salles. Enfin, en tout cas, je pense que celle auquel vous pensez, c'est quand même les circuits. C'est pas la nôtre, mais c'est bon. C'est juste pour dire que vous critiquez. Voilà. Mais vous serez les victimes collatérales. Bon, donc c'est quand même une vision qui est, on peut dire, assez pessimiste, même si on aurait pu dire que peut-être à un moment donné les choses auraient pu changer. Mais est-ce que pour vous, de toute façon, on est revenu au monde d'avant, en pire, je sais pas. Ouais. Non, le vrai problème, quand je disais, d'abord, il y a toujours une part de provoque, donc il faut quand même, vous me connaissez. Mais quand je dis il faut surtout pas réouvrir, c'est qu'on a eu une chance énorme, c'est de s'arrêter un an, aider, et donc de pouvoir repenser. Alors que d'habitude, on ne peut pas, on a une espèce de machine qui tourne, et donc c'est difficile d'arrêter la machine et de dire à tout le monde, allez, on arrête tous, et puis on repense. Là, on a eu une opportunité incroyable, et on a eu une opportunité où l'État avait la main, c'est-à-dire que l'État pouvait intervenir. Pour moi, la politique culturelle est guidée par l'État. L'État pouvait dire, je vais vous donner 60 millions pour tenir, mais voilà ce que vous allez devoir faire. On va échanger, on va faire un deal. Ils ne l'ont pas fait. Alors que le déséquilibre de la chaîne, et en effet, il y a un déséquilibre aujourd'hui entre l'exploitation, la distribution, la production, le déséquilibre de la chaîne était tel qu'on savait que la faiblesse des producteurs ou des distributeurs était déjà là avant le Covid. La conséquence de ça, et c'est intéressant de regarder aujourd'hui ce qui se passe, parce que moi je dis toujours, le cinéma, c'est une économie de l'offre. La télé, c'est une économie de la demande. La télé fait ce que le public lui demande. Ils sont au service d'un public qui regarde. Les streamers aussi, c'est-à-dire ils ont des algorithmes et ils s'adaptent à la demande du public. Le cinéma, il y a une offre variée et c'est une économie de l'offre. Aujourd'hui, la crise, elle ne vient pas. Et d'ailleurs, il y en a eu. Enfin, moi, je crois de mon vivant, j'ai dû en connaître 7 et j'étais pas né
quand la télé n'existait pas. Mais je pense que quand la télé est arrivée, le cinéma a dû vraiment paniquer. Donc après, il y a eu Canal+, le cinéma était mort. Il y a eu la multiplication des chaînes, le cinéma est mort. Il y a eu les grands écrans morts, le DVD mort. Enfin, moi, j'en ai connu plein de morts. Donc, et quand on les regarde toutes, le problème aujourd'hui, c'est un problème d'offre. Et c'est un problème d'offre parce qu'on a fragilisé ceux qui font les films. On a fragilisé la création. On l'a fragilisé de deux manières. On l'a fragilisé économiquement parce qu'en effet, les pouvoirs publics ou les gens qui gèrent la culture depuis une quinzaine d'années, pour eux, le cinéma, c'est des salles de cinéma. Je vais être méchant, mais les salles de cinéma, pour moi, c'est de l'immobilier. En global, hein, c'est pas pour. Je sais que vous faites un travail. Alors que la création, c'est de l'œuvre culturelle. Et pour moi, ils se sont trompés dans la chaîne sur les aides. Mais c'est pas que ça. Le problème aujourd'hui, c'est que on est dans un système de financement où le diffuseur a tous les pouvoirs. C'est-à-dire que de donner aujourd'hui ce qu'on appelle le préfinancement ou les obligations d'investissement des chaînes de télé. Je suis pour les obligations, bien entendu, je suis pour les obliger à dépenser, mais je suis pour les obliger à dépenser après, sur film fini, pas avant. Et nous, on saura que c'est à nous de prendre les risques qu'ils n'achètent pas notre film ou qu'ils l'achètent, mais que quand cette somme va en préfinancement, d'abord, ça formate énormément les films, ça vide toute notion de risque et toute notion même, et puis moi je le vis, toute notion même d'améliorer un film fini. Quand on voit un premier montage, par exemple, on dit là, c'est pas bien, il faudrait peut-être retravailler 3 mois, mais si on retravaille 3 mois, de toute façon, on a déjà été payé. Donc, ça c'est du temps perdu, il vaut mieux passer à un autre, envoyer un film moyen sur les écrans, on passe au suivant. Donc, la loi fragilisait le créateur versus le diffuseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diffuseur a tous les pouvoirs, les salles comprises. Par exemple, mon problème avec les salles, et l'exploitation en général, et bien entendu, je parle essentiellement de la grande exploitation, c'est qu'il n'y a aucune obligation de garder les films en salle, il n'y a aucun partage des recettes de la confiserie. Or, les streamers prouvent quelque chose, c'est que nous, on n'a pas besoin des salles. On peut faire des films et les montrer autrement. Les salles ont besoin des films. Donc, à un moment, il y a eu un déséquilibre dans la chaîne. Je ne parle même pas du fait qu'on paye les bandes annonces dans les multiplex, on paye même c'est tout ce qu'on appelle les marges arrière, quoi. L'affiche sur les vitres, etc. Et ce qui a été pour nous la goutte d'eau, qui était la taxe sur, je ne sais plus comment on appelait ça, sur le remplacement des projecteurs par du numérique, la VPF. Les VPF. Les VPF. C'est vieux ça déjà. Les VPF, c'est-à-dire que nous avons payé l'intégralité des installations de la transformation des projecteurs pellicules en numérique. C'est les distributeurs qui l'ont payé. Les salles, eux, si ça avait été un prêt, je l'aurais compris, qu'on avance l'argent aux salles, c'est normal. Les salles, eux, ont fait des économies de structure, notamment les multiplex qui avant avaient 12 projectionnistes, maintenant ils ont une machine. Donc il y a eu des économies d'infrastructure de fait. La nuance que je ferais, c'est qu'il y a quand même un renouvellement de l'équipement et que, bon, effectivement, les distributeurs ont mis la main à la poche pour cet équipement. Oui. Mais de toute façon, les exploitants vont devoir se rééquiper. Voilà. Non, bien sûr. Non, mais je dis juste qu'à un moment, dans la chaîne, il y a eu un déséquilibre qui a fait, par exemple, moi je peux vous donner les chiffres de Wild Bunch Distribution, où chaque année, en gros, ils perdaient, dans les dernières années, entre 500 000 et 1 million d'euros par an. Et ils donnaient en VPF entre 1,3 et 1,5 par an. Donc, d'une société bénéficiaire, on passait à une société déficitaire. Au bout d'un moment, la société arrête. Et si la société arrête, elle arrête d'investir dans les films et on a une crise de l'offre. Et aujourd'hui, le Park Chan-wook qui vient de sortir, qui est sorti, Decision to Live, fait le meilleur score de tous les Park Chan-wook. Même ceux d'avant, Top Gun, fait ses entrées. Donc le problème aujourd'hui n'est pas le marché, une fois de plus, le problème est l'offre. Et l'inquiétude qu'on a aujourd'hui, et après je vous démontrerai le paradoxe, mais l'inquiétude qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas assez de films pour maintenir le marché à en gros 200 millions d'entrées par an, qui est le chiffre dont on a besoin pour Et on est plutôt sur 150 millions cette année. Voilà, on est plutôt sur 150 millions. Et surtout,
on est sur 150 millions sur le même nombre de films, quasi, parce que l'offre, elle manque en qualité, pas en quantité. Et donc, c'est là où je dis la distribution va mourir. Aujourd'hui, techniquement, tous les distributeurs indépendants français sont en faillite. Vous regardez les comptes, ils sont publics, ils sont tous en faillite. Alors, ils vivent encore d'aide jusqu'au moment où l'État, qui a d'autres problèmes, fera des choix. Mais à un moment, le jour où des distributeurs indépendants arrêtent, c'est l'offre qui diminue. Et l'offre qui diminue, c'est les salles qui se vident, etc., etc. Et aujourd'hui, le problème, par exemple, le film de Jane Campion. Et c'est pour ça que je suis contre la chronologie des médias et que ça vous bénéficierait qu'il n'y ait pas de chronologie des médias. Le film de Jane Campion n'a pas le droit en France légalement de sortir en salle. Donc, qui est sorti sur Netflix. Il va directement sur Netflix. C'est un film qui a été proposé sur le marché comme moi je fais mon travail, c'est-à-dire le film coûtait, je ne sais plus, 16, 17 millions. Donc la personne qui produit le film va essayer de vendre la France à 1,5, l'Italie 500, l'Allemagne, et ils n'ont pas trouvé. Ce qui était le même cas que Roma. Et Netflix dit oui, mais moi je le fais. Mais au départ, c'était un film de cinéma, c'est pas un film produit par Netflix. Et quand vous le voyez, vous vous dites, mais d'ailleurs c'est ça qui est assez marrant avec les films Netflix, et la plupart sont des films purement cinématographiques. Athéna, qui est le prochain, c'est une espèce d'expérience sensorielle qui n'a rien à faire sur un petit écran. Et ces films-là, aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus le tissu d'investisseurs qui a été fragilisé pour les monter, ils finissent chez Netflix. Aujourd'hui, Netflix a une politique éditoriale ou disons une offre de films. Alors, c'est 4-5 films par an, faut pas. Oui, voilà, c'est pas non plus. Non, mais à une offre de films. Oui, mais nous, en tant que distributeurs, on en fait 10-12 par an. Ouais. Donc, c'est quand même 50% de ce qu'on aurait aimé les avoir. On aurait aimé pouvoir avoir accès. On n'a pas accès parce qu'on peut. Aujourd'hui, notre métier de distributeur ne peut plus payer ces films-là. Et donc, ces films-là, qui sont si vous regardez cette année, il y a Blonde de Andrew Dominic, qui est un film de 2h50 totalement radical. Je plains Netflix. Athéna. Le Noah Baumbach, qui là pour le coup peut passer sur les deux. Et puis j'oublie, il y en a un le film de Inarritu, qui est aussi qui était à Venise. Voilà, qui est son 8,5. Donc bonne chance Netflix pour le tenir 10 minutes, c'est-à-dire pour leur décompte. Donc c'est en plus des pures œuvres cinématographiques. Et aujourd'hui, on est un des seuls pays, peut-être le seul, où il est interdit de sortir, à partir du moment où on sort un film en salle, même mettons 2 semaines après la diffusion de Netflix, on enclenche ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres de diffusion, ou moi ce que j'appelle plutôt des fenêtres de non-diffusion, qui démarrent, mettons, on sort en salle, et 4 mois après, on ne peut avoir accès en VOD que 4 mois après. La plupart des films ont ce qu'on appelle, nous, le taux de rotation de 10 jours. C'est-à-dire que la moyenne des films reste 10 jours à l'écran. On est donc le seul pays où, entre le jour de la sortie et 10 jours jusqu'à 4 mois, le film est invisible. Donc, pain béni pour les pirates, qui se régalent. La France, qui était un pays qui luttait très très bien contre le piratage, est devenu le premier pays de piratage devant l'Espagne, devant l'Italie, d'Europe. Puisque on dit au public qui voudrait voir après 10 jours, quand un film a disparu, on lui dit ce n'est pas visible jusque dans 4 mois. On est dans un monde où on veut tout de suite, ce qui a quand même beaucoup changé. Les gens n'attendent plus. Le concept de la chronologie des médias, il date d'avant Internet. Et on l'a raboté, mais on ne l'a pas révolutionné en disant bon, maintenant Internet existe, les gens ont accès à tout très vite. Est-ce qu'on peut dire quand même que là-dessus, donc vous avez une position qui est loin d'être partagée par tous les professionnels. Ça vient peut-être, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quelqu'un comme Jean Labadie, qui est vous connaissez bien, je vous conseille ses derniers tweets. Donc qui est distributeur au Pacte, le Pacte qui d'ailleurs est distributeur du film que nous allons voir ce soir, RMN. En tout cas, jusqu'ici, n'avait pas du tout le même discours. La chronologie des médias, il la défendait vraiment, la vie des films en salle. Donc là-dessus, c'est intéressant aussi de voir. Je ne sais pas s'il a changé, mais disons que c'est une position qui, je ne sais pas si elle est radicale, mais la vie des films en salle, c'est important. Bien sûr, ouais. Mais on confond possibilité et obligation. Ça ne veut pas dire qu'on va tout sortir tout en même temps. Ça veut dire que vous pouvez montrer Irishman, Jane Campion, et je sais pas vous, mais moi, qui aime voir les films au cinéma, qui reste quand même, faut le dire et le redire,
le meilleur endroit pour voir un film, et techniquement et comme expérience collective. Il y a aujourd'hui, vous pouvez prendre le meilleur home cinéma, vous n'atteindrez pas la qualité et sonore et d'image d'un écran de cinéma, et ça, tout le monde le reconnaît. Pourquoi est-ce que moi, le Jane Campion, je veux le voir là, le Inarritu, je veux le voir là, je ne veux pas le voir sur un ordi. Donc, je pense que vous passez à côté de pas mal d'entrées. Oui, oui. Non, mais c'est... Si on vous permettait de les sortir. Et oui. Oui, pardon. C'est une loi qui dit qu'à partir du moment où le film sort en salle, il ne peut pas être exploité d'abord en VOD, en commande à la maison, avant 4 mois. Il ne peut pas passer sur Canal+ avant 8 mois. Et il ne peut pas passer sur une chaîne de télé en clair avant 12 mois. Et il ne peut pas passer sur un streamer, Netflix, etc., avant, ça a bougé, mais 24 mois. Et donc, c'est des fenêtres d'exploitation qui avaient un sens avant, parce que c'était un échange de valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, Canal+ avait un monopole, mais devait dépenser, financer un certain montant dans le cinéma en échange de cette fenêtre préférentielle, en gros. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand un film est sur Netflix, si Netflix aimerait les sortir en salle, mais s'ils les sortent en salle alors qu'ils ont financé tout le film, ils ne peuvent pas l'exploiter jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire 2 ans après. Le film a perdu toute sa valeur, il a été vu 4 fois, piraté, etc. Donc, ils disent, ben non, on le met direct chez nous. Donc, et il n'y a pas que Netflix, c'est pareil pour Amazon, c'est pareil pour Apple, c'est pareil pour... Et du coup, aujourd'hui, nous, on nous demande de choisir. Moi, par exemple, je produis un film, je dois à un moment me demander si il va sortir en salle ou si je vais le mettre sur un Netflix. Et aujourd'hui, les streamers ont plus d'argent que les distributeurs salles. Donc, quand c'est un film ambitieux, quand c'est un film cher, quand c'est un film... il y en a beaucoup qui se détournent sur les plateformes. Et du coup, ça vide l'offre salle. Et moi, c'est là où la possibilité que vous puissiez diffuser des films Netflix ou autres, mais c'est aussi qu'il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire, moi, je ne dis pas que tout doit sortir en même temps. Si RMN, je vais voir les salles UGC, et elles me disent, on aime beaucoup, on va te le tenir 4 semaines, mais en échange, on ne veut pas que la VOD sorte avant 6 mois. Ils ont le pouvoir, donc il n'y a aucun souci. Moi, le problème aujourd'hui, c'est que je n'ai aucun... Je suis nous, on nous appelle les ayants droit et on n'a aucun droit. C'est-à-dire, moi, je vais voir UGC, je dis, voilà, j'ai RMN. Il me dit, on va le montrer. Si ça marche, on le mettra une semaine après. Si ça ne marche pas, on l'enlève. Et moi, j'ai quoi comme mesure de rétorsion? Moi, j'aimerais leur dire, si vous l'enlevez au bout d'une semaine, je comprends. Si ça ne marche pas, vous voulez l'enlever. Mais alors, 3 semaines après, je le mets en VOD parce que moi, il faut quand même que je rembourse mes frais de sortie, mes frais de promotion, etc. Donc, c'est pas une obligation. Quand je dis je suis contre la chronologie des médias, ça ne veut pas dire que tout est. Ça veut dire nous redonner du pouvoir de négociation, nous, avec en effet les salles de cinéma, mais aussi avec Canal+. Par exemple, si Canal+ ne veut pas acheter un film en France, on ne peut pas le faire. S'il coûte, mettons, plus de 3 millions, on ne peut pas le faire. Puisqu'ils ont un monopole, qui sont sur une fenêtre de monopole, le jour où ils n'en veulent pas, ça veut dire que moi, mon film ne peut pas être... Je ne peux pas dire à TF1, mettons, ah, mais ça tombe, ou à Arte, tu peux le diffuser 8 mois après. Non, il reste à 24 mois. Et Netflix, il reste à 36. Enfin, maintenant, ça a été raboté. Mais du coup, on est dans une... C'est là où je dis, nous, on est ayant droit, on est producteur, on représente les créateurs, et on n'a aucun droit sur nos films. C'est Canal choisit, le film va se faire ou pas. Aujourd'hui, un film à plus de 3 millions de budget, alors aujourd'hui, jusqu'à il y a 6 mois, disons, un film puisque maintenant, il y a une... Alors, Simon, on peut en parler quand même, parce que c'est vrai que vous en parliez dans cette interview, enfin à l'époque, vous disiez donc il fallait aussi intégrer les plateformes dans l'industrie du cinéma. Ouais. Et donc, quand même, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc, ce décret qui s'appelle le décret SMAD, là, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas qui fait que les plateformes maintenant participent au financement du cinéma français. Et notamment, même Netflix a maintenant une contrainte qui est je crois, donc c'est 10 films par an qu'elle doit... Non, c'est 40 à 50 millions. En fait, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. D'accord. Et dont des films européens. Enfin, il y a quand même un quota aussi de films européens, je crois, dans l'accord. Enfin, bon, donc ça, quand même, il y a eu cet accord important qui fait que les plateformes, maintenant, doivent contribuer aussi au financement du cinéma. Enfin. Oui, donc ça, c'est un espèce d'appel d'air qui est arrivé, mais parce que ça fait... cet appel d'air est arrivé il y a
il y a bien une dizaine d'années dans les autres pays. Nous, on est toujours à la traîne sur ces choses-là. Donc, en effet, aujourd'hui, Netflix peut avancer sa fenêtre de diffusion en échange d'une obligation un peu similaire à Canal de dépenses. Par exemple, nous, en ce moment, on tourne le nouveau film de Maïwenn, qui est un film très, très cher. Jeanne Dubarry, qui est donc en costume à Versailles, cher. Netflix a acheté la fenêtre 12 mois, 24 mois, là où d'habitude, ils étaient avant à 36 mois. Et donc, ça vaut plus cher pour eux. Et surtout, ça nous crée un concurrent à Canal+, donc ça nous permet de ne pas être, mis devant le fait accompli. C'est-à-dire à un moment, Canal nous disait, voilà, tant, on ne pouvait pas discuter. On devait accepter. Donc là, ils financent le prochain Maïwenn et le prochain film du réalisateur de Sherazade, Jean-Baptiste Marlin. Marlin. Qui sont donc, par rapport, on peut reparler Netflix, mais qui sont quand même des films à réessayer, ambitieux, loin de l'image qu'on essaye de donner à Netflix de films un peu à la EuropaCorp. Mais Netflix, moi je le dis toujours avec un poil de provoque, mais je pense que la réalité rejoindra ça. On va les pleurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'ennemi idéal parce qu'il est américain. Enfin, si c'est pour protéger Bolloré, je préfère un ennemi américain. Mais on leur tire dessus. On est dans l'histoire du cinéma le seul moment où le média, disons sur le média dominant, qui est aujourd'hui donc la SVOD, c'est un indépendant qui est leader. C'est-à-dire que vous prenez des années en gros 40-50, il y a eu une petite parenthèse probablement dans les années 70, mais les majors, les studios américains ont en gros dans le monde entre 75 et 90% de parts de marché. On est pour la première fois sur le média le plus porteur aujourd'hui. C'est un indépendant qui finance des films indépendants, donc Jane Campion, etc., qui est leader. Ça ne va pas durer. Dans Netflix, ils sont déjà sur la pente descendante. Oui, il faut quand même le dire. Ouais. Oui, ouais. Ils perdent des abonnés, etc. Puis le modèle est un modèle de ce qu'on appelle, nous, de la cavalerie. C'est-à-dire on dépense. Et puis au moment où ça craque, il n'y a pas de retour. Donc ça va s'arrêter bientôt. Ils vont fusionner, je sais pas, avec Amazon ou peu importe. Et les leaders, ce sera Disney, Paramount, ça sera les plateformes des studios qui, eux, ne veulent financer que des films formatés. Et là, Jane Campion, comment il s'appelait, Bong Joon-ho, ou des gens qui ont fait des films avec eux, Scorsese, etc. Eh bien, il faudra revenir au cinéma indépendant à 5-6 millions de budget qui peuvent... Voilà. Donc, et puis Netflix, alors moi c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que je pense que la chance de Netflix c'est le cinéma, et je pense que la chance du cinéma indépendant c'est Netflix. Or aujourd'hui ils n'arrivent pas à se marier, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de résistance entre eux, mais je pense que la seule survie possible de Netflix c'est de trouver un modus vivendi avec le cinéma et avec les distributeurs et les créateurs. Parce que sinon, bien entendu, Disney vient de les dépasser en nombre d'abonnés. Et puis moi, Disney, ils vont pas mettre leurs obligations dans Maïwenn et Marlin. On sait déjà ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, Amazon, ils font Forte, des comédies. Vous voyez les bandes annonces. Ils font pas du cinéma d'auteur. Donc, avant de tirer à boulet rouge sur Netflix, il faut se méfier de ce qui arrive derrière. Voilà. Bon, on a beaucoup parlé de Netflix, on lui a fait une sacrée pub. Mais parce que c'est central aujourd'hui. On a combien de temps là? Pardon, c'est que quelqu'un peut me faire signe, j'ai pas pris mon... Il est moins 20, d'accord. On a combien de minutes? Parce que, en fait, on vous attend, je crois. On allait aller à 10 minutes, parce qu'après, vous allez à Saint-Sébastien. Je ne sais pas, peut-être il y a aussi d'autres questions, des réactions. Oui, parce que... En effet, des fois, je parle comme si tout le monde travaillait dans mon métier. Mais vous avez eu raison, mais voilà, est-ce que c'est vous avez eu raison de me poser cette question. Qui est accessible, ouais. Ah là, oui, d'accord. Ouais. D'accord, distributeur. Alors, en gros, au départ, il y a le producteur qui est celui qui a les droits du projet. Après, ça peut être les droits d'un livre, les droits d'un scénario, les droits. Et le projet, au départ, il est rien. Il est sur le papier. Le producteur va commencer à ce que nous, on appelle le packager, alors quel acteur, combien ça doit coûter.
il le fait évaluer. Et le boulot du producteur, c'est de trouver la solution qui fait que le film soit viable et faisable. Ensuite, pour que ce film soit viable, il doit aller... Donc, mettons, il dit, ce film, il faut le faire à 5 millions avec tel acteur. Et là, il va commencer à aller chercher de l'argent pour monter son film. Dans sa recherche d'argent, il y a une toute petite partie qui est le marché, en France. Dans le reste du monde, c'est 100%. Mais en France, il y a une toute petite partie qui représente le marché. Et c'est là où il y a des distributeurs. Alors, il y a un distributeur cinéma, il y a un distributeur vidéo, il y a maintenant toute forme de distribution qui va mettre une avance dans le film pour pouvoir, lui, l'exploiter et le sortir en salle. Le travail du distributeur, une fois que le film est fini, c'est de lui permettre à ce film d'atteindre le public pour lequel il est destiné. Alors, c'est choix de date, choix de poster, choix de à quel festival on le met, à quel public on l'adresse et comment le toucher. Voilà. Et ça, ces distributeurs, il y en a dans chaque pays. Donc, et celui qui a un peu inventé ça, si vous avez lu l'autobiographie de Claude Berry, ce métier s'est inventé par hasard. C'est Claude Berry qui va en République tchèque, qui voit un film de Milos Forman, qui trouve ça formidable et qui dit à Milos Forman, est-ce que je peux le sortir chez moi? Et lui, il dit, bah oui, mais c'était une production d'État, donc il faut payer. Donc l'État lui a demandé, je ne sais pas combien, le tchèque, et puis Berry, il s'est dit, mais moi je vais faire pareil, je vais le vendre dans d'autres pays. Et puis voilà, le métier de la distribution de films était né. L'exploitant, c'est la salle de cinéma dans laquelle le distributeur va mettre le film. Donc tous les lundis, on se dispute. Alors moi, nous, c'est pas les lundis, parce que nous, on fait une programmation au mois. Oui, on s'engage aussi sur la durée, justement. Mais c'est vrai que beaucoup de salles aujourd'hui fonctionnent comme ça, notamment à Paris, ça fonctionne que comme ça. Et puis aussi, beaucoup de salles aujourd'hui, c'est la tendance quand même de programmer plutôt à la semaine ou toutes les 2 semaines. Parce que voilà, il y a une rotation, comme on en parlait, des films aujourd'hui, une demande de plus en plus... Oui. Quand je parle de l'exploitation en général, il faut savoir que les salles à réessai représentent une part de marché assez infime, et vous avez la chance d'avoir la Talente dans la région, pas que à Bayonne, parce que c'est quand même un cinéma très spécifique, c'est-à-dire qui fait des débats, qui anime, qui a ses adhérents, et qui fait un travail, d'ailleurs, Sylvie me donnait les chiffres, ici la fréquentation a chuté de 10% par rapport à avant le Covid. À l'échelle nationale, oui, c'est plutôt 35% aujourd'hui. Donc, ce que j'appelle moi l'exploitation en général, c'est en gros les multiplexes qui font aujourd'hui le gros de la part du marché. Et là, tous les lundis, le distributeur appelle chaque exploitant ou chaque groupe d'exploitation pour essayer d'avoir des écrans ou de rester malgré le fait que les entrées ne sont pas bonnes. Et voilà. Et c'est un travail aussi d'influence, c'est-à-dire... par exemple, sur le Decision to Live de Park Chan-wook, le distributeur derrière a la Palme d'Or qui devrait marcher, j'espère. Et il peut dire à son cinéma local ah, mais si tu ne me gardes pas encore une semaine, je mettrai mon Ruben Östlund dans l'autre cinéma en face de chez toi. C'est ça. C'est aussi une négociation, en effet, qui explique parfois comment sont programmés les films, notamment sur l'exposition, le nombre de séances, etc. Oui. Le passage au numérique dans l'économie du cinéma et dans l'offre culturelle, au départ c'était un espoir pour l'offre culturelle. Maintenant ça a inondé avec des films majoritaires qui inondaient les salles. Ça réduisait l'offre culturelle alors qu'on avait l'espoir d'un changement de l'offre. Déjà, on aurait aimé que ça baisse les dépenses et que donc, en effet, ça permette à l'économie du cinéma de se régénérer un peu. Le problème, c'est que le passage au digital permet d'inonder les salles à moindre coût et donc de réduire la durée de vie des films. Moi, je travaille beaucoup avec le Pacte. Pour moi, un film comme RMN, il devrait le sortir en gros quand il sortait 4 mois, 3 semaines de jour. Je pense qu'on était sur 120 copies. Je pense qu'il va vous en balancer 300 globalement. Et donc, mathématiquement, quand on divise un public sur 300 au lieu de sur 120, il y a moins de monde dans les salles et on s'en débarrasse plus vite. Donc le problème du digital, c'est que ça aurait dû baisser les investissements, les frais de sortie, et ça les a augmentés, puisque comme il faut être sur 350 écrans très vite, il faut mettre de la pub
L'idée, c'est vraiment de marcher en première semaine, enfin de marcher sur les premières semaines, de faire ses entrées sur les premières semaines, et ils ne sont pas dans une logique de durée de film. Quand Diva était sorti, le film a décollé en 17e semaine. Et le film après a marché. Mais Bagdad Café, c'est un film qui a fait je ne sais plus combien de millions d'entrées, mais parce que en 7e, 8e semaine, tout d'un coup, le bouche à oreille, etc. C'est fini, le bouche à oreille, ça n'existe plus. Voilà. Après, moi, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, en tout cas, je veux dire, c'est la question de l'offre, c'est que moi, il me semble que, moi, en tant que programmatrice, on reçoit énormément de films, et je trouve qu'il y a une offre qui est très importante et souvent passionnante. On est plutôt à se dire, mince, comment on va faire pour montrer tous ces films qu'on aime bien. Donc pour moi, c'est pas ça. Après, le problème, c'est aussi effectivement la concentration du public sur un petit nombre de titres qui est lié à ce que vous dites, c'est-à-dire les frais de sortie sont concentrés sur, évidemment, ce sont les gros distributeurs qui vont communiquer, qui ont les moyens de communiquer aussi sur certains titres. Et du coup, les autres films n'existent pas. Enfin, effectivement, ce soir, sur RMN, alors c'est une avant-première. Certes, le film n'est pas encore sorti, on l'aura sur le prochain programme, mais on pourrait se dire, nous-mêmes, mince alors, notre public ne nous fait pas confiance, ne vient pas découvrir ce film spontanément. Et là aussi, la politique, ça pose la question de la politique des auteurs. Christian Mungiu a une palme d'or pour 4 mois, 3 semaines. Enfin, c'est quand même un des grands cinéastes roumains aujourd'hui, qui compte dans le cinéma mondial surtout. Ouais. Et voilà, il y a aussi une réduction, un effet comme ça de curiosité qui malheureusement est plus difficile à susciter sur les films, quoi. Oui, sauf que le problème, quand vous dites, nous, on a beaucoup d'offres. Oui, mais si je regarde la liste, la plupart de ces films vont perdre de l'argent, ne seront pas rentables. Donc, à un moment, cette économie-là fragilise le distributeur, le producteur, etc. Et à un moment, c'est une réaction en chaîne, ils disparaissent, ils ne sont plus là. Donc, bien sûr que les salles de cinéma aimeraient avoir l'offre la plus variée, globale, etc. Sauf qu'elles sont dépendantes de l'écosystème. Elles sont dépendantes du fait que le film marche, même si... Pour vous, si on fait 30 000 entrées France ou 150 000 entrées France, vous ne le ressentez pas vraiment dans vos salles. Mais ça fait que des gens arrêtent. Voilà, aujourd'hui, Mungiu, par exemple, c'est un vrai problème. Comment faire son prochain, on ne sait pas. Et donc, il va partir probablement aux États-Unis. Mais on fait des ventes en ligne. Vous voulez dire des préachats sur les... Oui. Ouais. Oui. Vous pouvez. Oui, vous pouvez. Si, vous pouvez, mais ça ne va pas dans l'économie du film. Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment... Mais il y a eu ce qu'on appelle du crowdfunding. On a essayé le système. C'est comment financer les films. C'est-à-dire que sur des petites sorties. Moi, idéalement, si je pouvais vous dire, voilà, je vais faire le prochain film de Christian Mungiu, vous pouvez dès maintenant acheter vos places et hop, cet argent-là, moi, je vais à la banque en disant, voilà, j'ai une garantie de temps, donnez-moi l'argent, etc. On a essayé. C'est minuscule. C'est-à-dire que l'argent qu'on lève en crowdfunding, dans les très belles levées, c'est 300 000 €. Le budget moyen d'un film, c'est 3,5 millions. Donc, c'est pas... Mais moi, je pense, par contre, par rapport à ce que vous dites, qu'on va vers une économie de musée, oui. C'est-à-dire beaucoup moins de films. Beaucoup moins de films destinés à la salle et des films événements dans lesquels qui resteront plus longtemps. Voilà. Top Gun, je sais pas, il est en 16e semaine. Je vois pas ce que c'est. C'est bien, c'est bien. Tu devrais. Oui, mais bon. Ouais. Alors, je crois qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Non, on va pas. Mais par contre, je voulais quand même revenir sur ce choix-là, puisqu'on vous a proposé, donc c'était une sorte de carte blanche que j'ai un peu orientée sur la fin, mais en tout cas, il y avait évidemment, vous nous avez cité plein de films. Et c'était que des films d'auteurs. C'était que des films d'auteurs. Les Dardennes, Koreeda, Miyazaki, comme je disais. Donc le dernier film de Louis Garrel, L'Innocent, que vous pourrez découvrir le 7 octobre prochain en avant-première. Enfin, il y avait beaucoup de films. Et donc vous avez cité Christian Mungiu. Au départ, c'était Au-delà des collines, qui était sorti il y a quelques années, qui est aussi un de ses très grands films. Son plus beau. Et donc, comme RMN, c'était son dernier film qui a été montré à Cannes, donc en compétition cette année, voilà, il me semblait que c'était intéressant de montrer son dernier film, qui n'a pas eu de prix, à Cannes, mais qui pour moi est un film en tout cas assez impressionnant, qui est vraiment une radiographie de l'Europe aujourd'hui,
et qui vaut plein de discours. Vous verrez, c'est à voilà. travers un petit village qui est historiquement à la frontière de la Hongrie, de la Roumanie, mais qui a eu une très forte présence allemande. Comment on fait face au monde qui change. Voilà, en gros. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un morceau de cinéma. Donc, je sais pas. Merci. Non, mais de rien. Merci beaucoup. J'espère que vous aimerez. Et vous pouvez poser des questions en ligne sur la fin après. Parce qu'il y a diverses interprétations. Ouais, oui, voilà. Mais c'est bien, possibles. le mystère, c'est bien aussi. Ouais. Ouais. Voilà, merci et bonne séance.